Bonjour Stéphane Leneuf. Bonjour Gérard Quentin, bonjour à tous. Alors Stéphane Leneuf, un premier roman, L'Aube du mal, et c'est publié aux éditions Michel Lafon. Alors ce premier roman, je dirais, c'est le roman de tous les drames. Le drame d'une famille, mais le drame aussi de territoire, d'un territoire français, l'Alsace-Lorraine, qui a été tenaillé, tiraillé entre deux nations, 1870, bien évidemment, la guerre de 70, et puis 1914-18, et puis la 39-45. Ce livre raconte ce récit qui commence, alors j'allais dire, il commence dans les années 75, il termine plutôt dans les années 75, mais il commence en 1918 avec l'histoire d'un couple, Marie et Bernard. Un couple mixte, puisque elle est née française et lui est né allemand, mais ils sont avant tout alsaciens tous les deux. Ils vivent le parfait amour jusqu'à... Alors en fait, si vous voulez, effectivement, ils sont alsaciens tous les deux, mais elle est alsacienne d'origine française et lui est alsacien d'origine allemande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, en fait, a une ascendance familiale qui est arrivée en Alsace après 1870, alors qu'elle est ancestralement alsacienne française. Et à travers ce livre, si vous voulez, il y a une date fondamentale qui est la date du 11 novembre 1918. Pourquoi la date du 11 novembre 1918? D'abord parce qu'effectivement, c'est le retour à la paix et c'est le retour à la France, en quelque sorte. Mais j'ai voulu éclairer un petit peu un pan d'histoire de France que l'on connaît relativement peu, qui est à ce moment-là, à partir de 1918, la France a pratiqué vis-à-vis des Allemands, des Alsaciens d'origine allemande, une politique véritablement, on peut dire, de purification ethnique, c'est-à-dire ils ont été littéralement expulsés du territoire d'Alsace. Tout simplement parce que à l'époque, il fallait entre guillemets débauchéiser l'Alsace, c'est-à-dire la Ouais. franciser Oui, complètement. c'était ce qu'on a appelé aussi à la fin de la guerre l'épuration, hein. Il fallait... Tout à fait, tout à fait. Donc, il fallait franciser en quelque sorte l'Alsace, pardon. Or, ce couple, si vous voulez, jusqu'en 1918 est alsacien-allemand, puisque lui a fait la guerre du côté allemand, elle était allemande, et finalement, qu'est-ce qui se passe le 11 novembre 1918? Il y a donc, elle accouche de deux jumeaux, deux garçons. C'est le retour à la paix. Marie pense que c'est le début, en quelque sorte, du bonheur pour elle, de la construction du bonheur, puisqu'elle est jeune, elle a 20 ans, son mari a 20 ans. Et en fait, le 11 novembre 1918, elle ne le sait pas encore, mais ça va être le début de la tragédie pour elle, en raison effectivement de cette séparation. Pourquoi une séparation? Parce que son mari est expulsé, mais surtout parce que lui reste un farouche nationaliste allemand. Il ne conçoit pas que l'Alsace redevienne française. Il est donc expulsé, il part avec un de ses fils en Allemagne et il cédera aux sirènes du nazisme et son fils deviendra un pur produit du système nazi, c'est-à-dire une machine à tuer. Et c'est là qu'on voit à la fois la perfidie, à la fois toute l'horreur de Lubin, parce que au moment de cette séparation, il y a évidemment l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, ils ont l'amour de leur France pour l'une et de l'Allemagne pour l'autre, ces deux enfants, et qu'ils ne veulent absolument pas, dont ils ne veulent ni se séparer, ni l'un ni l'autre. Et puis on voit aussi autour, eh bien, tout un tas de personnages qui finalement, les bons amis, qui vous tournent le dos, qui vous trahissent, qui vous mettent des coups de poignard par devant, par derrière, de toutes les manières. Et puis c'est l'horreur dans toute sa splendeur, l'horreur de l'homme dans toute sa splendeur. Absolument. Cette séparation, c'est vraiment une tragédie pour Marie parce que finalement, elle va perdre son fils. Elle n'aura de cesse que d'essayer de le récupérer, d'essayer de le retrouver. L'histoire nous dira, je ne vais pas le dévoiler évidemment pour les lecteurs si elle le retrouve ou pas et de quelle manière elle le retrouve, mais c'est effectivement, si vous voulez, la tragédie de la frontière, la tragédie complètement stupide de la frontière, si vous voulez, de la séparation des humains. À l'époque, il y avait cette frontière. En 1918, on n'avait pas encore des hommes qui pensaient en quelque sorte l'Europe, qui pensaient au-delà des nationalismes, si vous voulez. On avait une France extrêmement nationaliste, revancharde, républicaine. Tous les historiens le diront, hein. Le traité de Versailles de 1919, ça, en fait, ça a été le pilier, malheureusement, de l'arrivée du nazisme un petit peu plus tard. Et cette séparation entre un homme et une femme, qui est une séparation
due à une politique, en fait, due aux politiques nationalistes des pays. Cette séparation est une tragédie et malheureusement, cette tragédie se retrouvera en 1940 lorsque, eh bien, effectivement, il y aura ce deuxième conflit mondial. Bien sûr, cette séparation, on le découvre dans le livre, elle est terrible, elle est horrible. Mais il y aura toujours une correspondance épistolaire entre les deux, ce qui d'ailleurs posera des problèmes à Marie parce que, eh bien, elle sera elle aussi considérée plutôt comme une Boche que comme une Française. Alors, ce qui se passe effectivement, c'est que donc, quand son mari est expulsé vers l'Allemagne avec son fils, elle décide de quitter l'Alsace parce que finalement son bonheur est complètement détruit. Elle décide de s'exiler dans ce que les Alsaciens appellent la France de l'intérieur. Donc, elle arrive dans un village de Bourgogne. Or là, elle arrive avec son image et sa personnalité. En fait, elle est considérée comme elle-même comme une Boche parce que l'Alsace, certes, est française, mais vue de l'intérieur, vue dans un village de Bourgogne, dans un petit village bourguignon, en fait, on l'aperçoit comme une Allemande, tout simplement. Donc, elle aura énormément de mal à s'intégrer. Elle aura surtout comme objectif, effectivement, je vous le disais, de retrouver son fils. Donc, ils vont continuer avec son mari à avoir des correspondances, si vous voulez, mais tout au long de ces correspondances entre les deux guerres, finalement, ces correspondances acteront la séparation de vision de la vie de ces deux êtres. C'est-à-dire que Marie, elle, éduque l'un de ses jumeaux dans les idées de la République universelle, le siècle des Lumières, c'est-à-dire la construction de l'ouverture d'esprit, de la tolérance, de l'humanisme, alors que Bernard, son mari, lui, du côté allemand, va éduquer son autre fils uniquement dans la logique nationaliste, dans la logique de la revanche, dans la logique nazie. Ne va pas dévoiler l'histoire en elle-même, mais on sent évidemment qu'à un moment, ces deux enfants, ces deux jumeaux en plus, que tout devrait rassembler et que tout va finalement opposer, vont finir par se retrouver. On verra dans quelles circonstances. Et je crois que les circonstances sont encore plus horribles que les circonstances de la séparation. Alors effectivement, les circonstances des retrouvailles, bon, on ne va pas dévoiler, mais Marie, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui au départ était une famille idéaliste, qui voulait vivre que dans la paix, que dans l'harmonie, devient une véritable guerrière, une chef combattante, une chef de maquis dans le Bourgogne. Elle prend la direction d'un gros maquis, si vous voulez, avec à la tête plusieurs dizaines d'hommes. Et de l'autre côté, effectivement, il y a un être, elle ne le sait pas encore, mais c'est son fils qui est devenu, lui, un nazi, qui est venu en Alsace, qui était muté en Alsace, effectivement, pour chasser et éradiquer complètement les maquisards, et notamment le maquis auquel Marie a pris la tête, mais lui ne sait pas qu'il va retrouver effectivement sa mère, hein, il ne le sait pas. Il ne sait pas parce que tout simplement son père lui a caché ses origines françaises, il lui a caché non pas qu'il était originaire d'Alsace, mais il lui a caché qu'il avait une mère française. Et le choc, effectivement, lors de la Deuxième Guerre mondiale, va être terrible entre les deux. Alors, le début du roman commence par les obsèques de Marie, et puis ce secret euh, qu'elle a enfermé au fond d'une boîte sur un carnet sur lequel est écrit d'ailleurs le titre de ce livre, hein, L'Aube du mal. Elle fait jurer à son petit-fils de ne l'ouvrir et de ne le regarder qu'à 18 ans. Et c'est là qu'il va découvrir finalement les secrets cachés, mais des secrets cachés comme ça, je pense qu'il y en a eu des milliers dans des boîtes, dans des coffrets, dans des cachettes. Absolument, c'était, si vous voulez, c'est en quelque sorte, c'est effectivement le début de l'histoire, le début de la construction de ce roman. Il y a beaucoup, effectivement, dans les familles, des secrets cachés que l'on découvre au fur et à mesure de carnets que les gens ont écrits. Et c'est effectivement à travers ce carnet que j'ai voulu construire cette histoire, si vous voulez, c'est-à-dire la découverte d'un secret familial terrible de la part d'un petit-fils qui est en quelque sorte un petit-fils d'une nouvelle génération, qui est la génération de ceux qui ont commencé à construire l'Europe, ont été Ouais. les précurseurs de la construction de l'Europe, et ils découvrent en quelque sorte, si vous voulez, l'horreur de ce passé. Et si vous voulez, moi, ce livre, je l'ai écrit aussi parce que j'ai souhaité que l'Aube du Mal, ça soit en quelque sorte un espèce de lanceur d'alerte pour ne pas oublier notre passé. Parce que je trouve qu'aujourd'hui,
comme on est dans une société où on vit dans l'instant, dans l'urgence, dans la permanence de l'information, on est tous accrochés à nos téléphones, à l'info du moment, je trouve que on oublie le passé et c'est dramatique. On oublie ce qui s'est passé, on oublie ce qui s'est passé, on oublie ce que les nationalismes ont apporté comme malheur sur le continent européen. Et c'est ce que j'ai voulu un petit peu mettre aussi en exergue, hein, c'est-à-dire si on oublie le passé, malheureusement, on risque de se condamner à le revivre. Et aujourd'hui, malheureusement, avec le retour des nationalismes en Europe, j'ai une énorme crainte que l'on revive malheureusement ce qui s'est passé. Et ce livre, en fait, en quelque sorte, c'est un lanceur d'alerte pour pas oublier effectivement que les nationalismes en Europe ont été à l'origine de 2 guerres mondiales, ont été à l'origine de 30 à 40 millions de morts en Europe, ce qui est énorme. Et ça, il faut jamais l'oublier. Oui, vous êtes spécialiste hein, de l'Europe, des questions européennes à France Inter, hein, donc vous connaissez bien ce sujet. Alors, il y a une partie aussi qui est assez intrigante, c'est la partie de l'après-guerre et de l'après-Seconde Guerre mondiale, toute la partie où De Gaulle revient au pouvoir, etc. Et là, on découvre, et j'ai l'impression enfin, on ne découvre pas parce que depuis un certain nombre d'années, mais on s'aperçoit quand même qu'on a mis beaucoup de choses sous le tapis à une époque. Alors, en fait, si vous voulez, je suis parti là aussi, si vous voulez, d'un fait historique, hein, réel, c'est que en 1945-46, quand De Gaulle revient au pouvoir, il refuse, en quelque sorte, de sacrifier l'administration française, qui était une administration collaborationniste, en quelque sorte, hein. Et il se dit, ça, tous les historiens l'ont écrit, De Gaulle se dit, si je coupe mon administration, si je sanctionne énormément tous les hauts cadres, tous les hauts fonctionnaires qui ont travaillé à la collaboration, le pays s'effondre. Donc, en quelque sorte, il garde effectivement tous ces hauts cadres, et on l'a vu avec Papon, Bousquet, il décide de garder tous ces gens, si vous voulez, pour conserver, pour faire fonctionner la machine étatique. Et c'est vrai qu'à partir de ce fait véridique, si vous voulez, moi j'ai construit une fiction en me disant, bah, pourquoi pas, allons jusqu'un petit peu jusqu'au bout et pourquoi pas se servir effectivement, là je dévoilerai pas la suite de l'histoire, mais se servir effectivement d'un cadre nazi en quelque sorte qui pourrait aider à la fois à la relation franco-allemande, puisqu'il serait dans la repentance et dans la demande de pardon par rapport aux actes aux actes monstrueux qu'il a effectués. Et j'ai construit cette fiction autour de ça, c'est la deuxième partie du livre, autour du thème de la repentance et du pardon. Oui, et on verra d'ailleurs si cette repentance est finalement sincère, aussi viscéralement. C'est la fin de l'histoire, on la C'est la dévoilera fin pas. de l'histoire et ça, on le découvre. Ce roman, moi, je dirais que effectivement, c'est quelque chose qui est une page de notre histoire à travers Marie et à travers aussi non seulement Marie et son histoire à elle, mais cette histoire de femme de la résistance, parce qu'il y a eu de nombreuses femmes qui ont été, alors pour certaines, un petit peu dans l'ombre et pas forcément suffisamment mises en lumière, alors qu'elles étaient très souvent les premières, je dirais, en avant pour passer les messages, pour aller, parce qu'elles circulaient peut-être plus facilement que les hommes et on se méfiait un petit peu moins. Donc voilà, face à C'est cette page de cette effectivement, histoire. Effectivement, un autre aspect du livre que j'ai voulu vraiment mettre en avant, c'est le combat des femmes, le combat finalement d'une femme qui au départ est idéaliste et qui devient vraiment une guerrière, quelque part une féministe avant l'heure, hein, puisque elle mène des hommes au combat, elle se bat contre le mal absolu, qui est effectivement à l'époque le nazisme. Et c'est un autre aspect du livre, effectivement, de rendre hommage à toutes ces femmes résistantes dont on parle peu et qui finalement ont été des féministes avant l'heure. Merci Stéphane Le Neuf. Donc L'Aube du Mal, c'est publié aux éditions Michel Lafon. Donc un roman vraiment alors passionnant qui va vraiment vous prendre d'un bout à l'autre. Et alors on ne crédite pas le photographe de la couverture. Je trouve que c'est dommage parce qu'elle est formidable cette couverture. Elle est magnifique. Absolument. Absolument. Et très sincèrement, quand j'ai écrit le livre, j'ai totalement visualisé Marie comme la photo de couverture. Donc, quand les éditions Michel Lafon m'ont proposé cette photo, je me suis dit, mais c'est exactement elle, quoi.
Voilà, donc eh bien voilà, moi je vous invite à lire ce livre, non seulement avec l'œil simplement de l'histoire, et de l'histoire avec un grand H ou avec un petit H, mettez-la comme vous voulez, mais aussi effectivement ce livre sur la réflexion à se poser sur aujourd'hui, eh bien la vision du monde telle qu'on veut la voir et qu'on veut surtout pas la revivre. Je vous remercie.